Il s'appelait John Williams Twali. C'était un des derniers journalistes d'investigation au Rwanda. Il est mort à Kigali le 18 janvier 2023. Selon la justice rwandaise, John Williams est décédé d'un accident de circulation, percuté par une voiture alors qu'il circulait sur une mototaxi. Mais cette version des faits est fermement contestée par les proches du journaliste. C'est qu'avant sa mort, John Williams enquêtait sur plusieurs affaires sensibles pour le régime rwandais. Des cas de corruption, de disparition, d'arrestation arbitraire et de torture, dont il rendait compte sur sa chaîne YouTube et dans son journal en ligne, The Chronicles. Un travail rigoureux et extrêmement critique à l'égard du Rwanda et de son omniprésent leader depuis bientôt 30 ans, le président Paul Kagame. Pour éviter que l'histoire de John Williams s'arrête là, un consortium international de journalistes appelé Forbidden Stories a repris son travail. Pendant plusieurs mois, 17 médias internationaux, dont la RTBF, ont uni leurs forces. Afin de ne rien laisser au hasard, ces journalistes sont repartis des circonstances exactes de la mort de John Williams. La piste, en tout cas, d'un meurtre n'a pas du tout été étudiée. L'ombre du puissant président rwandais plane évidemment sur cette enquête. Lui, qui n'hésite jamais à commenter, à sa manière, les disparitions d'opposants. Actually, Senator died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. Paul Kagame a conquis le pouvoir au Rwanda en juillet 1994, en mettant fin au génocide qui ravageait son pays. Aujourd'hui, il se sert de la mémoire des 800 000 morts du génocide pour faire taire ses opposants. Quiconque critique Paul Kagame et le Rwanda aujourd'hui est qualifié de négationniste du génocide, un peu comme on traite les gens de fascistes. Et cette volonté de faire taire ses adversaires à tout prix ne se limite pas au Rwanda. La Belgique est touchée aussi. Les services de renseignement commettent de la violence et il y a un risque pour des femmes et des hommes. Notre maison de Bruxelles a été visée et cambriolée 4 fois. Voici notre enquête sur le régime répressif du président Kagame. Nous débutons cette enquête à Kigali, la capitale du Rwanda, où nous avons rendez-vous avec un des journalistes les plus en vue du pays, Cléophas Baroré. Il est le directeur général de la radio-télévision publique du Rwanda et préside également la Commission rwandaise des médias. C'est un proche du régime. Et pour lui, les conditions de la mort de John Williams Twali n'ont rien de mystérieuse. Quand il est mort, les autorités compétentes ont indiqué via un communiqué officiel qu'il a été victime d'un accident de roulage. Mais comme les gens ne veulent pas ou cherchent encore d'autres raisons, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui continuent et qui persistent et qui signent que ce n'est pas vrai, ce que la police a déclaré. Alors, qui croire? Ceux qui tiennent d'autres propos ou les autorités compétentes? C'est à vous de juger. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de penser qu'on ne peut pas mourir d'un accident quand on meurt au Rwanda. Il y a pourtant de nombreuses raisons de douter de la version officielle de la mort de John Williams Twali. Au Rwanda, rares sont ceux qui osent en parler. Mais Arnaud Froger, responsable du bureau d'investigation de Reporters sans frontières, a enquêté sur cette affaire. Et il a relevé de nombreuses zones d'ombre. Il n'y a jamais eu aucun rapport d'enquête publique, que le procès qui s'est tenu contre la personne qui a renversé la moto sur laquelle il se trouvait a été tenu à huis clos. On n'a pas eu de photo de cet accident de voiture, on n'a pas eu le nom des policiers qui sont arrivés sur la scène, et le procès, encore une fois, s'est tenu dans une opacité la plus totale. D'ailleurs, on a obtenu le verdict, ça tient en 4 pages, et très sincèrement, la piste de l'assassinat, ou la piste, en tout cas, d'un meurtre, n'a pas du tout été étudiée, ni par les enquêteurs, ni par le magistrat qui a jugé cette affaire. Durant notre enquête, nous avons rencontré de nombreux témoins en Afrique, en Amérique et en Europe. Mais ils sont peu nombreux à avoir accepté de témoigner face caméra
par crainte de représailles. Samuel Baker Biensi a collaboré avec John Williams sur une de ses dernières enquêtes. Arrêté, menacé lui aussi, ce journaliste a dû fuir le Rwanda après la mort de son confrère. Il a accepté de nous rencontrer à une seule condition, que jamais nous ne révélions où, dans quelle ville, ni même dans quel pays nous l'avons rencontré. Le gouvernement rwandais a le bras long, dans son pays, mais aussi au-delà de ses frontières. J'ai des collègues qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada, des journalistes exilés depuis plusieurs années, mais ils ne parlent pas librement. Ils ont peur. De quoi ont-ils peur? Si le gouvernement ne peut t'atteindre, eh bien il ira trouver ta famille au Rwanda. C'est quelque chose de vraiment dangereux. Et le long bras de Kigali s'étend même jusqu'en Belgique, où vivent près de 40 000 Rwandais. C'est la plus grande communauté rwandaise à l'étranger. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que le régime de Paul Kagame s'est ingéré à une vingtaine de reprises sur le sol belge ces 10 dernières années, pour contrôler, mater, voire tenter d'assassiner des membres de sa diaspora et des voix critiques exilées ou de passage dans le royaume. De cette longue liste, nous avons extrait quelques figures marquantes, comme celle de Paul Rusesabagina. Ce Hutu qui possède la nationalité belge et qui a longtemps habité à Bruxelles est célèbre pour avoir sauvé 1200 Tutsis lors du génocide de 1994. Son histoire a même été adaptée au cinéma dans le film Hotel Rwanda. Il a obtenu plusieurs distinctions à travers le monde pour son acte héroïque, des décorations qui se sont rapidement retournées contre lui. Monsieur Kagame n'est pas content. Selon lui, personne d'autre ne peut apparaître. Il doit être le seul. Si tu veux être présent, tu dois être avec lui, à ses côtés. Mais si tu es contre lui, tu es un homme mort. Il est comme ça. Donc à partir de 2004 ou 2005, lors de la sortie du film Hotel Rwanda, quand j'ai reçu la médaille présidentielle de la liberté, quand je suis sorti de l'anonymat avec ma biographie, je suis devenu un gros problème. Le gouvernement rwandais s'est immiscé jusque dans notre maison. Notre maison de Bruxelles a été visée et cambriolée 4 fois. En 2018, alors qu'il habite toujours à Bruxelles, Paul Rusesabagina apprend qu'un complot est élaboré pour l'assassiner. Il porte plainte à la police et part s'installer aux États-Unis. 2 ans plus tard, il sera enlevé et amené de force au Rwanda, où il sera condamné à 25 ans de prison pour terrorisme. Il passera 31 mois sous les verrous avant d'être libéré grâce à des pressions diplomatiques américaines et belges. Au fil de notre enquête, nous avons réalisé que les ressortissants rwandais n'étaient pas les seuls à être la cible de menaces de mort en Belgique. Judy Rever, une journaliste canadienne, auteure d'un livre enquête sur les crimes du régime de Kagame au Rwanda et au Congo, a elle aussi été visée. En 2014, elle est de passage en Belgique pour des interviews. Elle se rend au Novotel sur la place Sainte-Catherine à Bruxelles. À peine arrivée à la réception, elle est interpellée par des agents de la Sûreté de l'État. La Belgique voulait, si j'étais d'accord, voulait me fournir une protection durant mon séjour à Bruxelles et ailleurs pendant une semaine. Et j'ai dit pourquoi. J'étais complètement étonnée et sidérée aussi, évidemment. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient des renseignements, des informations pertinentes que l'ambassade rwandaise à Bruxelles constituait une menace contre ma vie. La menace semble tellement sévère que la Sûreté de l'État décide de mettre à disposition de Judy Rever une voiture blindée et 2 gardes du corps 24 heures sur 24 durant son séjour en Belgique. Une autre affaire de tentative d'assassinat a particulièrement retenu notre attention. Elle nous a été racontée par Théogène Rudasingwa, un vieux compagnon de route de Paul Kagame, dont il a été le chef de cabinet,
avant d'être nommé secrétaire général de son parti, le FPR, puis ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. Il a aujourd'hui quitté le régime pour fonder un parti d'opposition. Il affirme avoir été l'objet d'une tentative d'assassinat en Belgique en 2015. Il en aurait échappé en utilisant son assassin comme agent double. On les voit poser ici, ensemble, sur cette photo. Une histoire rocambolesque que Théogène Rudasingwa nous a racontée en personne à Washington, où il vit désormais en exil. J'avais l'habitude de venir à Bruxelles. Un de mes collègues qui vivait à Londres s'occupait de ma sécurité quand je me déplaçais là-bas avec mon équipe ou d'autres personnes. L'un d'eux m'a dit que des gens à Kigali avaient contacté un proche de notre équipe. Ils cherchaient à savoir comment ils pourraient me nuire, s'ils pouvaient les aider à leur fournir des informations et comment les utiliser pour m'assassiner. Donc ce jeune homme a contacté mon entourage à Bruxelles et leur a dit « J'ai la possibilité de travailler pour eux, mais aussi pour vous. » Il pouvait donc agir comme agent double. Quand j'ai été contacté, j'ai répondu « Mais bien sûr, faisons comme ça. » Nous avons retrouvé l'homme qui affirme avoir été engagé pour assassiner Théogène Rudasingwa. Il s'appelle Eric Ruzindana. Il habite toujours en Belgique. Et à notre grande surprise, il a accepté de témoigner de cette affaire à visage découvert. Il nous a fait écouter des conversations téléphoniques qu'il dit avoir enregistrées avec les commanditaires de l'assassinat. Notre enquête ne peut pas attester de l'authenticité de ces documents. Mais Eric Ruzindana est formel. Pendant plusieurs mois, il se serait entretenu avec Kigali pour élaborer plusieurs projets d'assassinat de l'ex-bras droit de Kagame. Chaque fois qu'on me proposait une opération, je m'arrangeais pour en proposer une autre. On m'a tout d'abord demandé de provoquer un accident de voiture. Et puis, il a été question de le tuer dans un hôtel. Pour l'éliminer, il voulait que je mette du poison dans ce qu'il mange. C'était l'idée, l'empoisonner avec de la nourriture. Depuis son exil, Théogène Rudasingwa affirme que toute cette opération visant à l'éliminer aurait été coordonnée depuis les plus hautes sphères de l'État. Je sais comment le régime opère et comment Kagame agit. Kagame tient les rênes de ce qu'on peut appeler l'industrie de l'assassinat et la distribution de la violence. Paul Kagame sait se faire menaçant vis-à-vis de tous ceux qui franchissent à ses yeux la ligne rouge. Dans cette vidéo, on peut ainsi le voir pratiquement revendiquer l'assassinat d'un de ses anciens compagnons de route, Seth Sendashonga. Accusé d'avoir fomenté une rébellion contre le régime, il a été mystérieusement assassiné au Kenya en 1998. Actually, Sendashonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. La journaliste britannique Michaela Wrong a enquêté sur la mort de Seth Sendashonga dans son livre « Rwanda, Assassins sans frontières ». Une enquête détaillée dans laquelle elle révèle comment Paul Kagame et ses services de renseignement ont organisé la traque et même l'élimination d'opposants à travers le monde. L'année dernière, elle s'est rendue à Bruxelles pour participer à un débat. Une rencontre qui devait se tenir dans cet établissement bien connu de la commune d'Ixelles. Mais en dernière minute, le responsable des lieux a décidé d'annuler l'événement. Le propriétaire du restaurant s'est retrouvé sous un torrent de tweets hostiles, des coups de fil anonymes, certains venant de Kigali, d'autres venant de la communauté rwandaise à Bruxelles. On les a effrayés et ils ont eu peur face à cette tempête d'attaques dans laquelle j'étais accusée d'être une raciste et de nier le génocide. Ils ont annulé l'événement. Donc je ne suis jamais entrée à l'intérieur, je ne suis d'ailleurs jamais venue ici avant. J'aurais bien voulu, mais je n'ai jamais réussi à organiser mon événement.
Michaela Rogne est convaincu d'avoir été l'objet d'une campagne de sabotage organisée depuis Kigali pour l'empêcher de s'exprimer à Bruxelles. Et cette hypothèse s'est renforcée au cours de notre enquête. Nous avons en effet pu établir l'existence d'un groupe d'intervention chargé de surveiller les manifestations de l'opposition en Belgique. Chauffeurs de taxi ou étudiants, ces gros bras sont utilisés pour menacer et mettre au pas tous ceux qui osent critiquer le régime ici. Des agents du renseignement pilotés depuis l'ambassade du Rwanda à Bruxelles. En juin 2019, ils sont intervenus lors de la visite de Paul Kagame à Bruxelles, en agressant physiquement des manifestants de l'opposition venus dénoncer les crimes du régime rwandais. Au fil de nos recherches, nous avons fini par identifier un homme discret qui s'avère être très influent en coulisses. On l'a retrouvé lors de plusieurs cérémonies de commémoration du génocide, à Liège et à Bruxelles, aux côtés du chargé d'affaires de l'ambassade. Il s'appelle Gustave Ntwaramueto. Et selon nos informations, cet homme accrédité en Belgique depuis 10 ans comme diplomate est un officier du NISS, les services secrets rwandais. Le consortium de journalistes d'investigation a fait parvenir à l'ambassade du Rwanda en Belgique la longue liste des questions auxquelles nous souhaitions confronter ces diplomates. Le mail a été ouvert par 16 personnes à l'ambassade, mais sans y donner de suite, malgré nos relances. Nous nous sommes alors tournés vers les services belges, en particulier le Service général du renseignement et de la sécurité, le SGRS, les renseignements militaires belges. Un univers où l'on n'a pas vraiment l'habitude de communiquer. Sur la cravate ou... Idéalement, oui. Le nouveau chef du SGRS a exceptionnellement accepté de nous donner quelques détails au sujet des activités des renseignements rwandais en Belgique. Je pense que quand on regarde dans l'histoire du Rwanda, quand on repense au génocide des Tutsis, je pense que le régime en place est fortement préoccupé par cet état de fait et cherche à tout prix à éviter qu'une certaine partie de sa diaspora ne puisse replonger le pays dans une situation conflictuelle et désastreuse pour tout le monde. Je pense que c'est la raison principale de leurs actions à l'extérieur, hors de leurs frontières. Des actions qui vont donc jusqu'au contrôle de cette diaspora ? Je pense qu'ils observent la diaspora et qu'ils cherchent à savoir ce que cette diaspora pourrait envisager de réaliser et, le cas échéant, des réalisations qui pourraient éventuellement mettre en péril la stabilité du régime en place actuellement à Kigali. Cette surveillance des 40 000 Rwandais de la diaspora en Belgique passe par des méthodes très élaborées. Sur les antennes de la RTBF, le président du comité R, le comité de contrôle des services de renseignement, nous a donné des détails à ce sujet. Selon ces informations, les services de renseignement rwandais auraient ainsi pour habitude d'approcher des fonctionnaires en place en Belgique. Ce sont des fonctionnaires qui travaillent dans des administrations, que ça peut être Union européenne, CPS, Office des étrangers et tout autre, et à un moment donné, ils font allégeance et ils vont aller voir, je dirais, dans les banques de données et peuvent informer, donner des renseignements ponctuels de manière individuelle sur telle communauté, telle personne, et ces informations pourront être utilisées par la suite par ces services de renseignement, où les services de renseignement commettent de la violence. On le sait par rapport à des populations, on a parlé des Ouïghours, on peut parler des Rwandais ou d'autres communautés, et il y a un risque pour des femmes et des hommes. L'espionnage et la traque des opposants rwandais en Belgique se fait également par voie numérique. Nous avons ainsi pu identifier au moins 5 personnes dont les téléphones ont été infectés par le logiciel espion Pegasus. La fille de Paul Rusesabagina, Karine Kanimba notamment, ainsi que l'ancien journaliste de la VRT, Peter Verlinden, et son épouse. Mais parmi toutes les méthodes de déstabilisation employées par Kigali, la plus commune reste le harcèlement en ligne. Michaela Rogne, qui a présenté son livre dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, en sait quelque chose. Elle, qui est systématiquement la cible d'attaques sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a enquêté sur le régime de Paul Kagame. En mai dernier, elle s'est ainsi rendue en Nouvelle-Zélande pour une série de conférences. Et à sa grande surprise, les insultes et les pressions l'ont poursuivi jusqu'aux antipodes via les réseaux sociaux.
C'était sans arrêt. Le principal compte Twitter, je pense qu'il a tweeté 42 fois en à peine 5 minutes. Des photos de moi, des photos de mon livre. Elle est raciste, il faut que sa présentation soit annulée. Et puis d'autres comptes ont pris ces tweets et les ont retweetés à leur tour 42 fois, essayant de créer cette tempête, ce tsunami de protestation. J'étais complètement déconcertée parce que la Nouvelle-Zélande a une petite communauté rwandaise et elle ne joue pas un rôle important en Afrique de toute façon. Je pense que ça démontre que le régime à Kigali pense qu'il a le droit de contrôler les conversations partout dans le monde. Un constat que nous a encore confirmé Samuel Baker-Biansi. Moi, personnellement, mon patron, je ne peux pas l'appeler autrement, m'a demandé de harceler Michaela Wrong. On a travaillé ensemble dans cette enquête avec Forbidden Stories. Tous les journalistes maintenant vont devenir la cible de ces trolls. Le but, c'est d'être sûr que les gens au Rwanda comprennent que quand on critique le gouvernement, c'est ce qui arrive. L'histoire de Paul Kagame est indissociable de celle du génocide qui s'est déroulé entre avril et juillet 1994. 4 mois d'horreur, au cours desquels 800 000 personnes issues de la minorité Tutsi et des Hutus, dits modérés, ont été massacrées par les extrémistes Hutus du régime en place à l'époque. En juillet 1994, Paul Kagame et sa rébellion Tutsi du FPR venue d'Ouganda finissent par prendre le pays aux mains des génocidaires. Et depuis 30 ans, ils règnent en maître au Rwanda où ils ont imposé leur version de l'histoire. Un récit dans lequel Paul Kagame s'est taillé le rôle du héros. Depuis lors, chaque 7 avril, date officielle de la commémoration du génocide, les Rwandais sont invités à se recueillir en mémoire des victimes. Une matinée de deuil durant laquelle toute activité publique est interdite. Seuls les rassemblements pour écouter le discours du président sont autorisés. We remember our dead and are also grateful for what Rwanda has become. Chaque 7 avril, le deuil national est ainsi mis à profit par le régime pour vanter ses mérites auprès de la population. L'unité a été réalisée, la réconciliation aussi. Aujourd'hui, on comprend mieux le passé. Et plus particulièrement, la manière de penser des jeunes et leur perception de leur propre rôle est devenue positive. Elle a changé. Bien sûr, je ne parle même pas du développement. Les aspects du développement sont énormes. Il y a 30 ans, cette nation n'était plus du tout considérée. Aujourd'hui, ce pays est considéré comme un exemple en Afrique. Il est vrai que depuis 30 ans, les progrès réalisés en matière d'infrastructures au Rwanda sont impressionnants. Ils sautent particulièrement aux yeux dans la capitale, Kigali. Une ville moderne, presque modèle, où fleurissent les hôtels de luxe et les gratte-ciel. Une ville extrêmement propre, où les sacs plastiques sont interdits et où règne un sentiment apparent de sécurité. Mais derrière cette carte postale vendue par le régime, la réalité est bien moins reluisante. En fait, depuis la fin du génocide au milieu des années 90, le régime rwandais n'a eu de cesse d'instrumentaliser la mémoire très douloureuse du génocide pour mettre au pas les médias, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de voix dissidente qui s'exprime et que le narratif officiel, qui est celui des autorités rwandaises, soit repris à l'unisson par les médias de ce pays. Quiconque critique Paul Kagame et le Rwanda aujourd'hui est appelé négationniste du génocide, un peu comme on traite les gens de fascistes. Une des choses les plus choquantes au Rwanda aujourd'hui, c'est que des gens qui ont perdu des membres de leur famille, en ce compris des gens de la minorité Tutsi qui ont perdu des dizaines de proches, sont régulièrement accusés de nier le génocide parce qu'ils osent critiquer Paul Kagame et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique répressive. Je ne suis vraiment pas la seule, c'est une pratique habituelle.
Cette pratique limite tout débat et toute critique sur le pouvoir du président Kagame. Et c'est une des raisons pour lesquelles Reporters sans frontières classe le Rwanda à la 144e place sur 180 en matière de liberté de la presse dans le monde. Un classement que conteste le directeur de la Commission rwandaise des médias et directeur de la télévision nationale. Bien sûr, il y a certains journalistes qui ont été emprisonnés. À l'heure même où nous parlons, nous menons cette interview, il y a des collègues, des journalistes qui sont emprisonnés, mais ils ne le sont pas pour avoir critiqué, mais ils le sont pour avoir, comment dirais-je, heurté d'autres lois. Je sais que c'est une accusation dont on pointe du doigt au Rwanda à chaque fois qu'on pense à ce pays. Est-ce qu'on est libre au Rwanda? Est-ce qu'on n'est pas libre au Rwanda? Mais nous, on est libre, mais il y a des sujets sensibles. Et s'il y a bien un sujet sensible au Rwanda, c'est le narratif au sujet du génocide. Même en chanson, ça peut coûter cher, comme le rappelle l'histoire tragique de Kizito Mihigo. Ce chanteur qui a vécu et étudié en Belgique est lui-même une victime du génocide. Il a été arrêté une première fois au Rwanda en 2014 à cause d'une chanson d'inspiration chrétienne dans laquelle il évoque les souffrances vécues également par les Hutus pendant le génocide. Jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye basize urugomo rutiswe jenoside abo bavandimwe. Kizito Mihigo a fini par être libéré. Il a alors expliqué les coulisses de son arrestation et de sa libération à l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Un témoignage qui illustre bien les méthodes du régime. Le 1er avril 2014, ce soir, j'ai été invité par la directrice de cabinet du président. Et le rendez-vous a eu lieu dans les bureaux du président du Sénat. Tous les deux m'ont dit que le président n'avait pas aimé ma chanson et que je devais lui demander pardon dans une lettre et que je devais aussi demander pardon à la population qui avait été soi-disant choquée par ma chanson. La directrice de cabinet et le vice-président du Sénat m'ont dit que si je ne faisais pas ce qu'ils m'avaient dit, j'étais mort. Alors j'ai fait ce qu'il m'avait dit, à savoir demander pardon au président dans une lettre et demander pardon à la population à travers les médias. Kizito Mihigo a été arrêté une nouvelle fois en février 2020 alors qu'il tentait de fuir le pays. 3 jours après son arrestation, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Selon la police, il se serait suicidé. L'étau ne semble pas se desserrer autour des voix critiques au Rwanda. Mais en Belgique, on vient d'assister à un récent rebondissement qui pourrait faire quelque peu baisser la pression sur la diaspora rwandaise. En octobre dernier, le patron du SGRS, les renseignements militaires, s'est en effet rendu à Kigali pour mettre les choses au point au tout début de son mandat. Et il nous a confirmé, en mots choisis, ce qu'il est allé dire à ses homologues rwandais. Le message était le suivant. On ne peut bien entendu pas effacer le passé, mais si les obstacles qui ont miné la relation dans le passé sont levés, rien ne s'opposera au développement d'une relation cordiale et professionnelle entre nos deux services. Et je pense avec du recul, maintenant en mai 2024, que l'on peut dire que le message est clairement passé et qu'on peut porter un regard positivement optimiste sur les activités qui se déroulent en Belgique. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous avez le sentiment que ça s'est bien passé ? Mais nous continuons bien sûr, sans rentrer dans les détails de nos opérations, nous continuons à faire notre travail tant à l'extérieur que sur notre territoire national avec nos partenaires et nous remarquons que les choses ont évolué. Si cette évolution se confirme, les Rwandais et les journalistes devraient pouvoir critiquer plus librement et plus ouvertement Paul Kagame à l'avenir, en Belgique du moins. Car au Rwanda, la chape de plomb semble être encore là pour longtemps. Le 15 juillet prochain, le président Kagame briguera en effet un 4e mandat à la tête du pays. Des élections qu'il devrait remporter haut la main, après avoir à nouveau écarté les principales figures d'opposition.